Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à notre nouveau webinaire. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tout le monde nous entend bien? Tout le monde nous voit bien? Vous pouvez nous parler par le biais du module de chat conversation qui est en haut à gauche de votre écran. Bon, apparemment, normalement, tout doit fonctionner. Donc, je vous remercie à nouveau de vous être connecté à notre nouveau webinaire. Donc, cette fois-ci, nous allons vous proposer un focus sur la comptabilité du véhicule des infirmiers des libéraux, donc pour notre exercice professionnel. Donc pour cela, aujourd'hui, je remercie et j'invite notre principal interlocuteur, Monsieur Romain Bouléris. Bonjour Romain, Bonjour, j'espère que vous allez bien. ça Voilà, va Romain, bien et vous? donc, ben, ça va, merci. Donc, Romain, vous êtes comptable, donc ex-ARAPL, maintenant ça s'appelle la Maison des professions libérales. Voilà. Donc, Exactement. votre AGA a changé de nom, donc bon, vous nous présenterez tout ça un petit peu plus tard pendant Oui. le webinaire. Philippe, bonjour, mon collègue Philippe Rosset, bonjour. Donc Philippe a la lourde tâche aujourd'hui de récolter toutes les questions que vous allez pouvoir poser. Donc n'hésitez pas, toujours par écrit, par le module de chat, hein, conversation. Et donc nous essayons d'y répondre au fur et à mesure de cette présentation. Voilà. Eh bien, on va pouvoir commencer. Donc les URPS, alors qui sommes-nous? Donc ces unions régionales professionnelles de santé, donc chaque profession médicale en a une. Donc en fait, comme vous pouvez le lire, ces unions contribuent donc à l'organisation de l'offre de santé régionale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons donc des infirmiers libéraux élus qui participent à toutes les réunions, à l'ARS, dans toutes les instances en fait où on discute de l'offre de santé sur la région. Et en fait, ce qui est important, c'est que nous apportons notre voix, nous parlons pour les infirmiers libéraux et nous faisons en fait la promotion de notre profession au sein de toutes ces instances. Et de plus, nous organisons donc des événements comme celui-ci, des webinaires, des journées départementales. Nous faisons également des soirées cinéma. Nous en parlerons un petit peu plus tard à la fin de la présentation, de façon toujours à promouvoir notre métier. L'URPS est faite pour les infirmiers libéraux et nous sommes là pour promouvoir notre métier. Voilà. Très bien. Merci. Je vous en prie, Romain, à vous. Hop. Donc, Romain Bouléris, oui, de la MPL, hein, Maison des professions libérales, vraiment connue sous le nom de la RAP Nouvelle-Aquitaine. Et on en reparlera ça en fin de webinaire. Alors, aujourd'hui, le but, c'est vous présenter donc qu'est-ce qu'on peut déduire en termes de frais de véhicule. Qu'est-ce que vous avez droit? Parce que là, comme vous le voyez, effectivement, votre véhicule est un outil indispensable à l'exercice de votre profession, donc vous pouvez le déduire. Et il y a énormément de façons de déduire. Vous verrez, on va essayer de voir un peu l'intégralité de toutes les façons de pouvoir déduire votre véhicule et surtout faire un point sur tous les possibles pièges qu'il peut y avoir. Voilà. On aura à chaque fois, je ferai quelques pauses de temps en temps pour que vous puissiez poser toutes les questions, que je puisse y répondre un maximum. OK? Ouais, surtout, n'hésitez pas, hein. Je me répète, Voilà. mais par écrit. Le but, c'est que Romain, à tout le vous. monde comprenne, hein. Donc effectivement, donc infirmier et infirmière, hein, vous pouvez donc il y a le choix du véhicule, mais il y a aussi le choix du vélo ou de la trottinette, hein. Que ce soit vélo électrique ou trottinette électrique, il n'y a aucune différence entre les deux, ok? Vous pouvez donc effectivement avoir pour vos tournées, ben, prendre une trottinette ou un vélo, euh, et dans ce cas-là, ce serait 100% déductible, ok? Alors, je vais me reprendre parce que je dis une petite bêtise pour commencer. C'est 100% utile que si le vélo ou la trottinette est vraiment utile à 100% sur votre activité professionnelle. Sinon, effectivement, il faudra reprendre une cote-part professionnelle et personnelle par rapport à votre utilisation privée. Qu'est-ce que vous pouvez déduire dans ces cas-là? Donc, si le vélo ou la trottinette, le montant est supérieur à 600 euros TTC, vous êtes obligé de l'amortir. Ça veut dire quoi l'amortir? Ça veut dire qu'il faut le déduire sur plusieurs années. Par exemple, si le vélo coûte 1200 euros, vous allez être obligé de l'amortir sur 3 ans. Et donc, vous pourrez déduire donc 400 euros la première année, 400 la deuxième et 400 la troisième. OK? Ensuite, vous avez droit de déduire
tous les frais de réparation si c'est amorti, tous les petits entretiens que vous pouvez avoir sur votre vélo. Si vous faites beaucoup de kilomètres sur vos vélos, hein, on préconise un entretien 2 fois par an. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Et vous avez le droit aussi de déduire tout ce qui est matériel d'utilisation, par exemple le casque, hein, que vous soyez en trottinette électrique ou en vélo. Je vous le conseille quand on commence à faire beaucoup, beaucoup de routes. Donc sachez que ce sont des sommes qui sont largement déductibles. Voilà. Si vous utilisez votre vélo, mais pas tout le temps pour toutes vos tournées, imaginons que vous utilisez vos vélos vraiment pour les tournées qui sont proches de votre local professionnel ou de votre domicile, mais que après, quand c'est un peu plus éloigné, vous prenez votre véhicule, vous pouvez cumuler la déduction sur les frais réels de votre vélo et la déduction sur votre véhicule, que ce soit frais réels ou barème forfaitaire, que nous verrons un peu tout à l'heure. Voilà. Sachez que vous avez le droit de cumuler les deux. Est-ce qu'il y a des petites questions? Donc, je pense que c'est assez rapide sur cette partie-là. Apparemment, non. Ouais, très bien. Mhm. Donc, ce que l'on va voir sur la voiture, hein, on va voir les 4 grosses façons que nous connaissons pour déduire vos frais de véhicule. En premier, c'est le plus simple, c'est avec les frais kilométriques ou IK, qui est indemnité kilométrique. En deuxième, on va voir les frais réels. On va voir le côté frais réels très basique. Et ensuite, on va voir un peu qu'on peut effectivement avoir les frais réels avec l'amortissement du véhicule. Ou alors, quelque chose qui est très connu en ce moment, tout le monde nous en parle, c'est les frais réels avec le LOA, location option d'achat, LLD, hein, location longue durée, et crédit bail ou leasing. Donc ça, on verra ça chaque point par point. Premier point, les frais kilométriques. Donc les frais kilométriques, donc tout le monde connaît normalement, donc c'est un barème, hein, qui est calculé en fonction de la puissance fiscale du véhicule et aussi du nombre de kilomètres parcourus. Il faut savoir que comment est-ce que l'administration fiscale fait ces petits calculs pour vous donner ce barème-là. Il prend en compte la dépréciation du véhicule. La dépréciation du véhicule, c'est sa perte de valeur, au cours des années Mhm. d'utilisation. Les frais de réparation et d'entretien sur le véhicule. Ça prend en compte la consommation du carburant. C'est pour ça qu'en général, les frais kilométriques sont rehaussés vu que le carburant augmente tous les ans. C'est à peu près rehaussé tous les 2-3 ans. Les primes d'assurance. Et il faut savoir, il y a quelque chose que l'on oublie souvent, c'est que quand vous faites les frais kilométriques, vous avez le droit, en plus de déduire, tous les frais de stationnement. Les frais de parking. Voilà, c'est en plus. Et les frais de péage aussi. Vous pouvez les cumuler. Frais de péage et frais de parking, ça peut être cumulable avec les frais kilométriques. Mhm. Et alors, comment vous faites, Romain? Excusez-nous, là, justement, là, vous faites les IK par rapport au barème kilométrique. Et en plus, vous pouvez donc déduire, en plus des IK, les frais de stationnement et de parking, du coup. C'est ça. Intéressant, ça. D'accord, ok. D'accord. Voilà. Ok. Parce que, alors, suivant où vous allez, c'est possible que vous ayez besoin de vous garer ou sur une place payante. Et là, effectivement, vous aurez le droit de déduire cette partie-là. Vous n'avez pas le droit D'accord. de déduire l'amende, attention. D'accord. Donc, M. Boleris, ceux qui sont en ville, qui ont des abonnements, l'abonnement parking, peuvent le déduire Exactement, s'ils ont choisi cette option. exactement. D'accord. D'accord. Du coup, il faut créer un compte charge supplémentaire dans la comptabilité pour pouvoir le Non, déduire. tout va dans les frais de véhicule. Après, sur la déclaration 2035, sur l'IAS, il y a un endroit spécial où il faut le mettre, juste en D'accord. dessous du cadre du barème. C'est, alors je ne me rappelle plus exactement comment elle s'appelle, mais c'est du style frais réels non pris en compte dans les frais kilométriques. D'accord, Voilà. ok, Mais dans d'accord. la comptabilité, en frais de véhicule, ça va très bien. Donc, pour résumer, le barème kilométrique par rapport au kilométrage pour votre activité professionnelle, je fais très attention aux mots que j'emploie pour pas que vous m'engueuliez comme la dernière fois. Oui. Et Alors donc, normalement, pour bien rebondir là-dessus, normalement, les frais kilométriques, il faut être capable de justifier l'intégralité des kilomètres que l'on déduit. On ne donne pas un kilomètre au global, hein. J'ai fait 80% pro, 20% privé.
voilà, j'ai fait à peu près 15 000 km sur l'année. Normalement, c'est censé être au kilomètre près. D'accord. Donc, ce résultat donc, nous donnera un montant donc, de soustraction, si je puis dire, de notre chiffre d'affaires. C'est ça. Et ensuite, on peut rajouter donc frais de stationnement et de parking dans cette ligne supplémentaire que vous venez d'évoquer. Et frais de péage. Et frais de péage, d'accord, ok. Merci pour la précision. Voilà. Très intéressant. Peut-être peut-on préciser pour nos collègues qu'il est judicieux peut-être de tenir sur son agenda ou son cahier les kilomètres faits à la journée de travail ou je sais pas, ou à la semaine, effectivement, puisque ça pourra avoir là le chiffre réel de kilomètres effectués dans le cadre professionnel. Voilà, soit sur un agenda, soit effectivement sur un fichier Excel. Voilà. Effectivement, c'est bien de pouvoir le tenir. Ça vous oblige à vérifier vos kilomètres à chaque fois que vous sortez de votre véhicule, mais et voilà. Là, je donne un petit exemple des barèmes kilométriques donc, pour les voitures. Donc, le plus gros taux, effectivement, vous voyez, c'est jusqu'à 5000 km. Après, entre 5000 et 20 000 et un peu plus bas. Mais voilà. Après, ça ne veut rien dire là. Le but, on verra tout à l'heure ce qu'on peut faire, quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà. Mais au moins, vous avez le barème qui est accessible. Si vous voulez le prendre en photo, n'hésitez pas. Sachez surtout que pour les véhicules électriques, donc 100% électriques, pas les hybrides, les véhicules électriques, le barème est majoré de 20%. Voilà. Pareil, il y a un barème exprès donc, pour les motos. Effectivement, par rapport à la puissance fiscale, pareil. Et on a aussi un barème donc, pour les cyclomoteurs de 50 cc et moins. Sachez que, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, n'hésitez pas à prendre je peux vous le mettre dans la conversation peut-être. Hop, comme ça vous l'aurez. Si vous voulez le prendre, c'est le lien pour aller sur le site des impôts pour faire vos simulations de vos frais kilométriques. Par exemple, si vous voulez simuler pour savoir calculer ce qui est le mieux entre les frais réels et les frais kilométriques, vous aurez ce lien-là. Donc, par exemple, je peux faire un essai. Moi, j'ai un véhicule, j'ai une voiture, 6 chevaux fiscaux et j'ai fait 12 000 km sur l'année. Sur mes 12 000 km, j'ai le droit de déduire 5 945 €. Voilà. En termes de comptabilité, c'est le plus simple pour déduire ces frais de véhicule. Et nous, on a l'impression qu'on va dire à 80% des cas, c'est aussi le plus rentable pour déduire ces frais de véhicule. Voilà. Pour avoir la chance de vérifier énormément de dossiers. En moyenne, les frais kilométriques sont quand même bien plus rentables que les frais réels, etc. Et on va vous expliquer pourquoi. Hop, j'ai perdu mon support. Voilà. Donc, bon, moi, je me suis inventé un autre exemple, mais par exemple, deuxième exemple, pour un véhicule de 5 chevaux fiscaux et 10 000 km, je peux déduire 4 965 €. Est-ce qu'il y a des questions sur les frais kilométriques? Normalement, c'est le plus basique. Pour le moment, il n'y en a aucune. Parfait. Il ne faut pas hésiter à poser des questions de temps en temps. Maintenant, on va voir donc les frais réels. Donc, les frais réels, ça consiste en quoi? Donc, c'est tout. Là, vous ne faites plus les frais kilométriques, on passe sur ce que vous avez réellement de frais par rapport à votre véhicule. Donc, le carburant professionnel, vous avez la révision, il y a les loyers de garage, frais stationnement. Donc là, ça arrive dans les deux de toute façon. Achat d'accessoires, la taxe annuelle pour la pollution, etc. On va revenir en détail parce qu'il y a des petits pièges. Donc, les frais réels, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez utiliser votre véhicule perso à usage professionnel. Dans ce cas-là, nous, on estime que votre véhicule appartient à votre patrimoine privé, perso. OK? Dans ce cas-là, vous verrez tout à l'heure qu'il y a un petit piège quand le véhicule arrive au patrimoine professionnel. Donc là, on reste dans le cadre où votre véhicule il reste au perso et vous l'utilisez de façon professionnelle. Ce que vous faites, vous comptabilisez l'intégralité de vos dépenses professionnelles. Et à la fin de l'année, il faut être capable
de savoir à peu près le pourcentage d'utilisation professionnelle et personnelle. Pourquoi? Parce que la part perso, imaginons que vous avez 20% par perso, est à réintégrer à la fin de l'année. Ça veut dire que c'est une partie qui est non déductible. Ça, il faut vraiment faire attention. Et autre point, conservez bien tous les justificatifs afin de déduire l'intégralité de vos charges. Ça correspond à l'intégralité de vos dépenses, pas seulement les frais de véhicule. Okay. C'est à vous de choisir le pourcentage pro perso. Okay. Vous verrez, hein, de toute façon, vous savez mieux que nous, mais il faut être capable de justifier si jamais il y a un contrôle fiscal, pourquoi est-ce que vous avez mis 100%. Par exemple, j'ai mis 100% parce que nous avons un deuxième véhicule au sein de mon foyer. Et c'est avec ce deuxième véhicule que nous partons en voyage, que nous faisons les courses, etc. C'est pour ça que c'est 100%. Mais à l'inverse, si on est célibataire et que je prends mon véhicule, que je dis que c'est 100% professionnel, on ne va pas forcément vous croire. Parce que même si vous partez jamais en vacances, malheureusement pour vous, vous allez quand même obligatoirement faire des courses de temps en temps. OK? Donc, il faut être réaliste dans ces cas-là. Si jamais il y a un contrôle fiscal, la personne peut vérifier, peut vous poser des questions, etc. OK? Donc, petit listing des dépenses quand on est aux frais réels et que votre véhicule appartient au patrimoine perso. Comme je disais tout à l'heure, votre véhicule, c'est perso, que vous utilisez à partie pro. Donc, dans ce cas-là, vous avez le droit de déduire tout ce qui est frais de carburant, les petites dépenses d'entretien et de réparation courantes, vidange, lavage, pneus, tout ce qui est loyer de garage, frais de stationnement et de parking. Voilà. Et tout ce qui est frais de casse, protection de sécurité pour ceux qui prennent la moto ou la trottinette électrique ou le vélo. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais là, je n'ai pas mis l'assurance. Et c'est fait J'allais vous exprès. poser la question. Et c'est fait exprès. Pourquoi? Parce qu'on le verra plus tard, mais quand le véhicule appartient à votre patrimoine personnel, vous n'avez pas le droit de déduire l'assurance. D'accord. Et ce qui concerne les grosses factures, je dis le courroie de distribution, je ne sais pas. Pareil, ce n'est pas déductible dans ce cas-là parce que le véhicule appartient au patrimoine personnel. D'accord. Toujours pas de questions? Rien à l'écrit pour l'instant. Tout le monde doit vous écouter. J'espère que j'endors pas tout le monde. Alors, n'hésitez pas à poser des questions parce que là, je vais essayer d'être simple, mais vous allez voir que la fiscalité, même quand on essaie d'être simple, c'est très compliqué, surtout quand on ne baigne pas dedans. Okay. Et j'espère pour vous que vous ne baignez pas dedans parce que vous avez d'autres choses à faire, j'imagine. Donc, là, nous allons voir les frais réels avec l'intégration à l'actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, tout à l'heure, on a vu le véhicule qui est au patrimoine personnel. Là, on va mettre le véhicule au patrimoine professionnel. Et vous allez voir pourquoi. C'est parce que ça a un certain impact sur l'achat du véhicule. OK? Donc, vous pouvez acheter un véhicule et contracter un prêt professionnel aussi dessus et le mettre au patrimoine professionnel. Et dans ce cas-là, l'amortir. On va dire, on va acheter un véhicule à 30 000 € qu'on va amortir sur 4 ou 5 ans. Parce que ça, c'est la durée normale d'amortissement pour un véhicule 4 ou 5 ans. Okay. Attention, on le verra un peu tout à l'heure, mais l'amortissement, il est plafonné en fonction de la date de première mise en circulation figurant sur la carte grise du véhicule. Vous allez voir, je vais donner un exemple. Ça va ressembler à rien, mais avec l'exemple, ça va être un peu plus clair. Petit piège sur l'intégration à l'actif quand on prend son véhicule au patrimoine professionnel. La cession du véhicule est soumise au régime des plus ou moins values professionnelles. Et ça, c'est un petit piège auquel on ne pense jamais. Et ça, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail juste après. Donc, lorsque le véhicule est inscrit au registre des immobilisations, vous avez le droit de déduire effectivement les frais réels. L'amortissement du véhicule. Attention, on va prendre en compte le plafond de déduction, qui est de 18 300 pour pratiquement l'intégralité des véhicules, mais je vais vous le montrer juste après. Là, dans ce cas-là,
on a le droit de déduire sa courroie de distribution. Si on a une grosse réparation, effectivement, là, c'est largement possible parce que le véhicule appartient à votre patrimoine professionnel. Vous avez droit de déduire l'intérêt sur l'emprunt professionnel, l'intérêt et l'assurance sur l'emprunt professionnel. Vous aurez droit à ce qu'on a vu tout à l'heure, on n'avait pas le droit, mais là, vous avez le droit de déduire votre assurance et aussi les frais de carte grise. Voilà, donc ça, c'est très beau. C'est ce que l'administration fiscale nous pond un peu tout le temps et est changé. En gros, pour être clair, ce qu'il faut regarder en premier, donc c'est la date de première mise en circulation qui est sur les côtés. Donc là, au 1er janvier 2019, 1er janvier 2018, 1er juin 2004 et 1er juin 2004. Donc par rapport à la date de première mise en circulation de votre véhicule, il faut savoir à peu près où vous êtes. Alors, pour être le plus clair possible, à 90% des cas, vous êtes dans cette partie-là. OK? Donc 18 300 €, on le voit partout. C'est le plafond de déduction d'amortissement. Je vais vous montrer l'exemple tout à l'heure, ce sera un peu plus clair. Pourquoi? Parce qu'on a recherché avec François Capel, quels véhicules sont entre 60 et 140 grammes par kilomètre. C'est pratiquement l'intégralité des véhicules, sauf si votre véhicule est 100% électrique, il sera dans cette partie-là. Ça veut dire que vous avez le droit d'amortir jusqu'à 30 000 €. Si si vous avez un véhicule qui est style Ferrari, Mercedes ou un gros 4x4 à l'américaine, vous êtes dans cette partie-là et vous ne pourrez pratiquement rien déduire de votre amortissement. Par exemple, juste pour vous montrer quelques exemples pour ceux qui connaissent un peu les véhicules. Donc, on a du diesel, donc Peugeot 208, Renault Clio, Volkswagen. Voilà, on est entre 100, 115 chevaux fiscaux. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on est entre les 60 et les 140 grammes. Hein. Par contre, c'est le gramme, c'est pas les chevaux fiscaux que vous regardez. Ouais, c'est le gramme. Voilà, là, on est toujours à un amortissement max de 18 300 €. Pareil, quand on est motorisé en essence, hein, Citroën C1, Opel Corsa, la Peugeot 208. Et c'est même la même chose pour les modèles hybrides. On le voit avec Toyota Prius, la Yaris, la Kia, etc. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui se connaissent un peu en véhicule. Moi, j'avoue que je n'y connais rien, donc là-dedans, c'est un peu compliqué pour moi. Mais voilà. Juste pour vous donner un petit exemple. Donc, dans la plupart des véhicules, on est dans cette partie-là. Maintenant, si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas forcément, n'hésitez pas. Hein, vous avez soit une AGA, hein, une association de gestion agréée, soit un cabinet comptable qui vous pouvez demander des informations sur ce point-là pour mieux comprendre. Okay. Je vous mets l'exemple parce que ça avait l'air un peu moche, ce serait un peu plus simple. J'ai pris un exemple basique d'un véhicule de 30 000 €, voilà, que j'ai acquis le 1er janvier 2024. J'ai vu avec mon AGA ou mon cabinet comptable, c'est un véhicule qu'il faut amortir sur 5 ans. En termes de CO2, il est à 5 grammes par kilomètre. Donc, comme on l'a vu là, hop, je vais chercher. Je l'ai acquis en 1er janvier 2024, elle est neuve. Donc, à compter du 1er janvier 2019, je suis dans cette partie-là, entre 60 et 140. Le maximum déductible sur l'amortissement est de 18 300 €. Donc, dans ce cas-là, je vais faire mon amortissement. Calcul d'amortissement en 2024, 30 000 divisé par 5 parce que c'est amorti sur 5 ans. J'ai droit à un amortissement de 6 000 €. Sauf que j'ai vu que j'ai une part excédentaire à réintégrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tout ce qui est supérieur à 18 300 €, je n'ai pas le droit de le déduire. Donc, je fais mon petit calcul. 6 000 moins 18 300, mais comme c'est un amortissement sur 5 ans, je le divise par 5. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de déduire 2 340 € sur les 6 000 €. Le maximum que je peux déduire là sur mon véhicule de 30 000 par an, c'est 3 660 €. OK? Tout en prenant en compte que si mon véhicule, je ne l'utilise pas à 100% de façon professionnelle, il y a toujours une part perso à réintégrer. Donc ça, toujours un pourcentage à prendre en compte. Il va venir grignoter les 3 660 € de votre exemple. Exactement. Voilà. D'accord. Je vous promets, j'essaie d'être le plus clair possible.
Ouais, non, non, mais oui, tout à fait, oui. Et oui, ce serait trop beau de pouvoir Oui, amortir 30 000 euros, à moins d'avoir un véhicule vraiment qui ou est à moins alors de 100. 30 000 À euros, il 20, moins de faudrait 20, pardon. moins de 20 grammes Moins par de 20. kilomètre. Voilà, Ce voilà, serait un voilà. véhicule très électrique, hein. Euh, ou alors à pédale, hein, vous choisissez. Ouais, c'est ça, Mais ouais. voilà. Dans ce cas-là, vous auriez la possibilité de déduire les 30 000 euros. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, on tomberait sur 6 000. Et du coup, Et là, par six rapport à mille la euros part par an, pro, effectivement. perso, si je puis dire, quoi, qui viendrait grignoter ces 6 000, peut-être tomber à 5 000. Enfin, tout Exactement. dépend du choix que vous faites, quoi. D'accord, ok, ouais. C'est exactement D'accord, ça. d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, attention, il faut prendre en compte ensuite une plus ou moins value. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais le cacher juste pour que vous soyez concentrés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'achat moyen d'un véhicule, c'est 4 à 5 ans. OK? Les Français changent à peu près leur véhicule tous les 4 ou 5 ans. Alors, c'est une moyenne, hein, il y en a qui le font 2 ans, il y en a qui gardent leur véhicule 15 ans, ça reste une moyenne. OK? Mais ça veut dire quoi? Là, je vais prendre un exemple où je vends mon véhicule, donc en 2030, 6 ans plus tard. OK? Il faut savoir qu'un véhicule, il vaut 30 000 euros de base, sauf que comptablement, au bout de 5 ans, ce véhicule, il vaut 0 euros. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Parce que comptablement, il vaut 0 euros, mais dans la vie réelle, ce véhicule de 30 000 euros, en 6 ans, ça ne vaut jamais 0 euros, à moins que vous soyez habitué à conduire contre les murs. OK? Mhm. J'espère que ce n'est pas ce que vous faites. Euh, dans ce cas-là, il faut prendre en compte une plus-value. Je prends mon exemple. Je me vends mon véhicule en 2030 15 000 euros. Je l'ai acquis 30 000 euros et j'ai amorti l'intégralité 30 000 euros. Donc, comptablement, il vaut 0 euros mon véhicule. J'ai donc une plus-value 15 000 moins 0 de 15 000 euros qui est imposable fiscalement, sauf si on a la possibilité d'avoir une exonération fiscale. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 articles d'exonération fiscale. Il y en a 2 principaux qui concernent votre profession. C'est le premier, c'est si les 2 années précédentes, vous aviez moins de 90 000 euros de recettes, vous avez la possibilité d'être exonéré, enfin, vous serez exonéré 100% de cette plus-value. Et si vous partez à la retraite. Après, il y a un pourcentage entre 90 et 126 000 euros de recettes. Mais si vous êtes au-delà des 126 000 euros de recettes, ces 15 000 euros vont arriver en plus sur votre bénéfice. Donc, vous allez être imposé dessus. Mhm. Faites attention à ça. Mhm. Autre cas spécifique et on a tendance à l'oublier, c'est que même si vous êtes exonéré fiscalement, vous n'êtes pas exonéré socialement. Ça veut dire que vous allez payer des charges sociales, vous allez payer de la CSG, de l'URSSAF, surtout c'est 99% de la CSG sur les 15 000 euros, qui peut Mhm. correspondre à peu près à 10%. C'est 1 500 euros. Donc voilà. Mhm. C'est les petits pièges à prendre en compte sur ce genre de choses. Ouais, donc en fait, pour résumer, si jamais on décide de faire les frais réels avec l'intégration à l'actif du véhicule, certes, on peut gagner en choisissant un bon véhicule par rapport donc au protocole que le fisc nous permet de tenir, suivant l'âge du véhicule, donc la teneur en CO2 qu'il émet. Mais par contre, à la revente, il faut bien prendre, si jamais il y a vraiment une belle plus-value, en fait, on est retaxé dessus derrière, en fait, malheureusement. Exactement. Moi, j'ai eu des exemples comme ça. J'ai souvent, quand je pose la question à mes adhérents, et je leur dis, le véhicule, vous comptez le garder combien de temps? Si on me dit, bah, moi, mes véhicules, j'ai tendance à le changer tous les 4, 5 ans, peut-être 6, 7 ans. Je dis, dans ce cas-là, vaut mieux partir sur les frais kilométriques, ce sera plus rentable. Faire un calcul, je le prouve, voilà, ce sera un peu plus rentable. Par contre, moi, j'ai une adhérente, donc c'est une vétérinaire qui fait entre 20 et 30 000 km par an. Voilà, donc elle fait énormément de kilomètres et elle était venue me voir et elle m'a dit, je m'achète une Mercedes. Voilà, elle adore les Mercedes. Je m'achète une Mercedes. Ça a coûté, c'était 50 000 euros. Voilà, elle ne pouvait pratiquement rien amortir dessus, mais c'est pas grave.
mais sauf qu'elle voulait garder le plus longtemps possible. Elle veut garder sa Mercedes jusqu'à la mort. Dans ce cas-là, j'ai dit, OK, on va l'amortir. Mais je peux vous dire que l'année dernière, elle avait la courroie de distribution à changer et l'arbre de transmission à changer. Frais de réparation, 6 000 euros. Mais elle était très contente de pouvoir déduire l'intégralité. Et c'est là où c'était intéressant. C'est chaque façon de déduire son véhicule, ça dépend de vous. Ça dépend pas, oui, mon copain, mon collègue, il dit, moi, je fais ça, c'est mieux. Non, parce que ça dépend de comment est-ce que vous utilisez votre véhicule. C'est pareil, un infirmier qui est en ville fera moins de kilomètres qu'un infirmier qui est à la campagne, etc. Il y a plein de cas à prendre en compte comme ça. Mais si vous voulez garder votre véhicule longtemps, 10-15 ans, je pense que l'amortir, ça peut être très intéressant. Maintenant, tout se calcule. À chaque fois, c'est du cas par cas. Il va falloir vraiment faire attention. Donc souvent, n'hésitez pas, on le dit, vous êtes accompagné soit par un cabinet comptable, soit par une AGA, ou même par les deux. N'hésitez pas à vous renseigner et à faire les calculs avec une personne qui a l'habitude d'utiliser tous ces chiffres. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Toujours pas de questions? Mais non. Bon, très bien. Nous allons voir donc maintenant donc, tout ce qui est LLD, LOA et Crédit Bail. Donc je commence par LLD, donc LLD, location longue durée. Hop, j'avais mon petit point. Hop, voilà. Donc petit LLD, donc c'est le but, c'est pas forcément de financer un véhicule, c'est vraiment d'avoir son véhicule en mode location. OK, sur une longue durée. C'est vraiment à ça que ça va servir. Ça ne va pas servir à acheter votre véhicule. C'est vraiment, il faut vraiment prendre comme un simple loyer, comme on loue son local tout simplement. Donc c'est un loyer mensuel qui est fixe. OK. Euh, vous avez dans ces cas-là pris en compte l'assurance, l'assistance, l'entretien, la révision, etc. Tout est pris en compte dans le loyer mensuel. C'est vraiment ça une LLD. Ensuite, on va voir LOA et Crédit Bail. Là, ça va plutôt être intéressant pour financer votre véhicule. La plupart du temps, le LOA, on va dire à 90%, c'est plutôt pour les particuliers. Et Crédit Bail, c'est plutôt pour le professionnel. Voilà, c'est la seule différence entre les deux. Il n'y a pas de vraie différence. Le Crédit Bail, en général, c'est pour vous vendre quelque chose pour, soi-disant, plus déduire. OK? Donc, ça permet donc d'être locataire d'un véhicule et pourquoi pas à la fin du contrat, suivant les conditions qui sont prévues dans le contrat, d'être propriétaire du véhicule. Souvent, c'est intéressant, là je parle vraiment à titre en perso, c'est intéressant, ça vous permet d'avoir un véhicule dont la valeur est plus élevée que ce que vous pourriez réellement acheter. Voilà. Ça, par exemple, ça permet aux jeunes d'avoir des bons véhicules de base parce que les loyers, c'est plus simple que d'acheter directement ou de prendre un prêt, etc. Ça sert vraiment à ça de base. Mhm. Maintenant, on va voir vraiment ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut déduire dans tout ça. Donc, dans le cas des leasing, on met tout en même temps, c'est la même chose pour tous. OK. La déduction des frais réels. Donc, si vous déduisez l'intégralité du leasing, du LOA et du LLD, ça a pour conséquence d'affecter par nature donc le véhicule au patrimoine professionnel. Donc, ça veut dire, comme pour l'amortissement, que ça appartient à votre patrimoine professionnel. Donc, en plus de pouvoir déduire toutes les charges, possibilité de déduire les loyers. Donc, vous pouvez déduire l'intégralité de tout ce que vous payez, donc en termes de loyer et charges. Donc, en général, les charges qu'on a en plus, c'est l'assurance. Voilà. Tout ça, comme depuis le début, à hauteur du pourcentage d'utilisation professionnelle personnelle. Attention, c'est vraiment cette partie-là qui est intéressante et souvent ce qu'on oublie de vous dire. Les loyers, tout comme les amortissements, sont soumis à un plafonnement de déduction. Okay. Donc, le contrat de location doit mentionner la part du loyer qui est non déductible. Alors ça, il faut voir avec le concessionnaire
ou la banque souvent qui font des plans de financement. Il faut faire attention parce que nous, on l'a vu. En général, les concessionnaires ou même les banques ont tendance à vous dire que c'est 100% déductible. Sauf que ce n'est pas vrai. C'est exactement la même façon que ce qu'on a vu pour les amortissements. Ce tableau-là rentre en compte encore aussi. Ok, vous pouvez déduire, mais il y a toujours un amortissement excédentaire à réintégrer. Ça veut dire qu'il y a toujours une part qui est non déductible. Et il faut vraiment faire attention à ça. Et souvent, elle est bien plus grosse qu'on ne le pense. Et en fait, elle dépend donc du véhicule, Monsieur Bouléris, Ça suivant le dépend. tableau de l'administration fiscale, Voilà, suivant encore le exactement. critère d'achat, de la date, Alors, le CO2, etc., quoi. en général, quand on est en LOA ou LLD ou même Crédit Bail, on est dans cette partie-là, parce que c'est un véhicule qui est récent. Sinon, on D'accord, prend une ok. occasion, on achète. On est dans cette partie-là à 90%, sauf si vous avez donc comment ça s'appelle, un électrique, où vous êtes dans une de ces deux cases-là. 90%, une fois de plus, on est toujours dans cette partie-là. À 18 300, si on prend un LOA et que le véhicule est à 36 000 euros, et on verra qu'il y a à peu près la moitié qui sera non déductible. Donc, il D'accord, ok. faut faire attention. Ah Mais ouais. ça, avant de signer le contrat, il faut demander le tableau d'amortissement au concessionnaire ou à la banque qui vous propose ce financement-là. OK? Ouais, parce que Et ça, ils le, n'en parlent pas de ça, hein, généralement, il n'en excusez-moi, parle pas, ils n'en sauf parlent que pas. ça apparaît dans tous les contrats. Moi, pour avoir eu le droit avec des adhérents, on leur explique, etc. Souvent, ça fait un peu Ouais. râler parce qu'on arrive, on est un peu les méchants à dire, ben, finalement, c'est pas vrai, c'est pas tout est déductible. Mais on le voit dans le contrat, il y a une page avec le tableau d'amortissement et le montant qui est non déductible. Voilà. Si ce n'est pas le cas, il faut le demander. Et c'est une obligation, ils sont obligés de le mettre. Ouais, d'accord. Ouais, parce Voilà. que 500 € par mois de loyer pour un véhicule, donc 6 000 par an, les 6 000 ne sont pas forcément Non, déductibles à 100%, quoi. Donc, hein. non, pas du tout. D'accord. Faire D'accord. attention aussi aux pièges où c'est surtout sur le crédit bail où ils ont tendance à vous mettre un premier loyer sur la première année très élevé où ils vont vous dire que c'est 100% déductible. Voilà, il faut faire attention parce que vous ne pourrez déduire qu'une très petite partie dans ces cas-là. Vaut mieux que ce soit linéaire sur 4 ou 5 ans, plutôt que dès la première année, on a un gros loyer et que vous pouvez presque rien déduire. C'est-à-dire, vous parlez par exemple, quand on voit les publicités à la télé, de 150 balles par mois avec un premier loyer de 3 000 €, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi comme exemple, c'est ça dont vous voulez. Exactement, oui. D'accord, ok, ouais. D'accord, ouais. Voilà. En fait, il vaut Ou mieux effectivement, avoir. la première année, ils auront payé sur un véhicule à 30 000 pratiquement 11 000 euros. Ouais. Et sauf que sur les 11 000 euros, il y a presque rien qui aurait été déductible, peut-être 3 000 à tout casser. Donc, c'est une grosse C'est perte dans ces intéressant ce que cas-là. vous dites. Donc, du coup, ce que vous dites, il vaut mieux que justement, il n'y ait pas de premier loyer majoré, là. Dans mon Oui, exemple, là, je dis n'importe quoi, j'ai dit 3 000 balles, mais que justement, il n'y ait que des loyers mensuels, en fait, tout simplement, quoi. exactement. D'accord. Je crois qu'il y a une question, Philippe, non? C'est Oui. une très bonne question. Ah, bien, Euh, vous l'avez sous les yeux aussi? Alors, Oui, on je l'ai sous va les yeux gagner aussi. quand même, parce que je suis là. Peut-on changer de mode de calcul chaque année en fonction des dépenses que l'on a? Oui. Écoutez, ce qu'on va faire, je vais y répondre. Hop, voilà. Donc, l'option, normalement, doit être faite dès le 1er janvier de l'année et on peut toujours changer. On peut être sur l'année 2024 au frais réel et l'année 2025 au frais kilométriques. 26 réels, 27 kilométriques. Ça, on peut changer chaque année. On ne peut pas changer en cours d'année. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez choisi les frais kilométriques dans votre comptabilité, vous n'avez pas le droit d'avoir des frais de véhicule. Alors, dans la comptabilité, je veux dire vraiment dans les comptes de charge, ok, dans la compte de dépenses. On peut les mettre en prélèvement personnel, là, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, vous faites très attention. Pourquoi? Nous, on a eu le cas suite à un contrôle fiscal où quelqu'un, alors il n'était pas adhérent, on l'a eu après, nous, la personne, où la personne avait fait des frais kilométriques
Il avait déduit ses frais kilométriques. Il n'avait pas du tout déduit ses frais réels, hein, sauf dans sa comptabilité, il y avait 2 lignes d'essence. Eh bien, il a eu interdiction de déduire ses frais kilométriques, c'était, je ne me rappelle plus, peut-être 4 000 ou 5 000 euros. Il a eu droit, par contre, de déduire ces 2 lignes d'essence qui devaient faire 50 pour 50 euros, 100 euros. Voilà. Voilà ce qui peut arriver. Donc, faites vraiment attention à ça. Autre point. Une fois que le véhicule est mis au tableau des immobilisations, appartient au patrimoine professionnel, on ne peut pas l'enlever et le remettre l'année d'après. Okay, on peut avoir un véhicule au tableau des immobilisations, ça c'est faisable, et utiliser les frais kilométriques. Mais dans ce cas-là, c'est dommage parce que dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de déduire l'amortissement. Okay, vous utilisez les frais kilométriques, vous n'avez pas le droit de déduire l'amortissement. Et en plus, il y a un double piège, vous ne déduisez pas l'amortissement, mais il y a quand même la plus-value à la fin. Donc ça, souvent, c'est des pièges. C'est pour ça que c'est une des choses que j'ai dit en tout début, mais à 80%, voire un peu plus, les frais kilométriques sont souvent plus rentables. D'accord. Très bien. On va essayer de faire un exemple. Okay, on va essayer d'être pas trop lourd, le moins lourd possible. Donc, on a un infirmier donc, qui s'installe au 1er février 2024 et il prend en crédit bail un véhicule. Donc, sur le cours d'année, donc, les dépenses qu'il aura, donc l'essence pour 2500 euros, l'entretien pour 900 euros et un loyer pour 4000 euros sur l'année. Donc, le véhicule émettant moins de 160 grammes par kilomètre de CO2, voilà, d'une valeur de 20 000 euros, prise en location à partir du 1er février. Amortissement sur 4 ans par le bailleur. Donc, ça, c'est tout ce qui est dans son contrat. Okay, on aura une caution de 1600 euros. Donc, je rappelle, donc, si le véhicule est à moins de 100 grammes par kilomètre, ça veut dire qu'il est dans l'amortissement excédentaire, il est bien à, hop, je le remonte, à 18 300 euros. Donc, le montant total des frais s'établit à 9 000 euros. Donc, c'est l'intégralité, hein, 2500, 900, 4000, 1600 euros. Il parcourt en 2024 20 300 km. On a estimé une part pro à 15 500 et part privée à 4 800. Et la société de crédit bail indique la quote-part d'amortissement à réintégrer, donc la part non déductible, incluse dans les loyers, soit 390 euros. Donc, le professionnel devra reporter donc, les données suivantes sur sa déclaration. Donc, tout ce qui peut déduire les 2500 euros d'essence, comme on a vu là, plus 900 euros d'entretien et plus 4000 euros de loyer. Attention, une caution, ce n'est pas déductible. Donc, on ne déduit pas la caution. Tout comme, une fois qu'on vous la rend, la caution, elle n'est pas imposable. OK? En général, quand ce n'est pas imposable, ça veut dire que ce n'est pas déductible de votre côté. Voilà, inversement. On va réintégrer donc, la part du loyer correspondant à l'amortissement excédentaire non déductible, soit 390 euros. Donc ça, c'est la part qui est non déductible. Ensuite, on va enlever la quote-part privée. Donc, on va faire un pourcentage, tout simplement. Donc, sur l'intégralité, on va, avec les 390 euros, on va réintégrer 1657 euros. Tac, plus les 390. Donc, 2047 euros. Donc, à la fin, le professionnel peut déduire finalement, donc 7400 euros, moins 2048 euros, 5352 euros. Donc, ça, c'est dans mon exemple, OK, où il peut déduire 5352 euros. Ça, effectivement, quand vous allez vouloir calculer ce qui est le mieux entre les frais réels et les frais kilométriques, c'est un peu ce qu'il faut faire. C'est pour ça que souvent, on a tendance à vous dire, comme c'est un calcul peut-être au moins une fois tous les 4, 5, voire 6 ou 7 ans, faites-le accompagné par quelqu'un qui a un peu l'habitude, ce soit un cabinet comptable ou une AGA. Là, sur mon cas-là, je vais vous donner un exemple. On va le comparer avec les frais kilométriques. Donc, hop, s'il veut bien me l'allumer. Donc, on a dit, c'est un véhicule normal.
je vais prendre 4 chevaux, je vais même prendre le plus petit. Et en termes de kilométrage, c'est 15 500 km. Je calcule, je peux déduire 6 600 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire là, alors moi j'ai pris dans mon exemple, pour un véhicule avec 4 chevaux fiscaux, je peux déduire 6 600 euros, alors qu'avec mon crédit bail, je pouvais déduire que 5 352 euros. Voilà. C'était un exemple sur mon cas. Voilà, ce n'est pas toujours vrai, ok? Ce n'est qu'un cas pratique, attention. Ça ne veut pas dire que c'est vrai sur l'intégralité, mais ça vous permet de voir qu'il faut faire le calcul. On ne peut pas le savoir en avance sans avoir fait de calcul, malheureusement. Ok. Autre point qu'il faut savoir, je l'ai déjà dit, c'est que là, en plus, on peut moins déduire, mais peut-être que l'année d'après, je ne sais pas, j'ai besoin. Alors, généralement, la deuxième année, ça n'arrive pas, ou alors vraiment, on a pris vraiment une très mauvaise voiture, hein. Mais imaginons, j'ai cassé ma courroie de distribution, mon arbre de transmission, etc. J'ai besoin de réparer. J'aurai le droit de le déduire. Donc, peut-être que ça va me coûter 2 000, 3 000 euros. Et dans ce cas-là, l'année d'après, effectivement, même avec les frais kilométriques, si je rajoute 2 000 euros, c'est quand même plus rentable d'avoir le crédit bail. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment tout calculer. Même si on ne peut pas prévoir des accidents, c'est surtout des casses. Attention, hein, quand on a un accident avec un autre véhicule et qu'on a tout fait à réparer, que ça nous coûte 2 000 euros, mais que l'assurance nous rembourse 2 000 euros, on peut déduire les 2 000 euros, mais ce que vous rembourse l'assurance est imposable. Ok, donc à la fin, ça ne fait pas grand-chose. Sauf si le fisc ne le sait pas. Oui, mais moi, j'ai pas le droit de dire ça. Mais effectivement, autre point, crédit bail, il faudra se rappeler qu'il y aura des plus-values à prendre en compte à la fin. Donc moi, dans mon cas, les frais kilométriques, c'est plus rentable, mais en plus, avec les frais kilométriques, je n'ai pas de plus-value à la fin. Donc au moins, je suis serein. Voilà. Donc je vais vous prendre l'exemple. Donc, exemple de plus-value des véhicules en crédit bail et location. Alors là, hein, tenez-vous à votre siège parce que ça va devenir compliqué. Ça dépend des contrats. Voilà, moi, je recherchais sur Internet. Donc, contrat de crédit bail de 5 ans portant sur une voiture. Le prix d'achat TTC de la voiture par la société de crédit bail, donc 15 000 euros. Montant de l'option d'achat au terme du contrat, il est de 3 500 euros. Donc ça, c'est ce que vous aurez dans votre contrat. Et cession du contrat au terme de 3 ans, 7 000 euros. La plus-value égale au montant du prix de cession du contrat, soit 7 000 euros. Alors, attention, là, c'est vraiment dans mon cas à moi, c'est comme ça. Dans le contrat, c'est marqué à la fin, voilà, il y a une cession. Si on arrête le contrat, la cession du contrat est de 7 000 euros. Donc, la plus-value de 7 000 euros. Dans le cas d'un LLD, LOA, si vous ne, enfin surtout LOA, si vous n'achetez pas votre véhicule, vous décidez d'arrêter sans acheter le véhicule, vous passez sur un autre véhicule ou LLD. En fait, la plus-value, ce sera la valeur réelle du véhicule. Donc ça, il faut se renseigner auprès de votre concessionnaire ou enfin de la personne qui vous offre ce contrat-là. Ok. C'est souvent un peu obscur parce que voilà, mais c'est les règles régies par les concessionnaires, pas les agences qui vous offrent ces contrats-là, etc. C'est presque l'offre et la demande, en fait, parce C'est que presque l'offre et la demande, un c'est exactement véhicule ça. peut être assez recherché au bout de 3 ans sur le marché de l'occasion, comme au contraire, personne n'en veut. Donc, du coup, le prix de revente ne sera pas du tout le même, quoi, hein. Exactement. Donc ça, c'est On un a peu dur l'exemple sur les à véhicules justifier. électriques où les constructeurs bradent les prix sur du modèle neuf. Quid de votre véhicule après en occasion quand vous voyez déjà des offres à moins 10 000 euros alors que 3 mois après, cette offre n'existait pas sur le véhicule neuf. Donc délicat là, hein, quand même, hein, faut bien anticiper là. Exactement. Il faut Ouais, bien anticiper. C'est ouais, toujours très compliqué. C'est pour ça ouais. que je mets des gros guillemets à chaque fois. Je reste assez large, mais c'est juste pour montrer un exemple de la plus-value. Alors là, accrochez-vous. Donc, nous, on estime donc fiscalement la plus-value est à court terme jusqu'à hauteur des amortissements.
Ça veut dire quoi? Court terme, ça veut dire quand c'est à court terme, ça veut dire que ça arrive en plus directement sur votre bénéfice. Une plus-value à long terme, par contre, ça n'arrive pas en plus sur votre bénéfice, vous êtes imposé à 17,2% directement sur cette plus-value-là. OK? Donc, je prends donc la valeur de mon véhicule, moins l'option d'achat, ça me fait 11 500 €, auquel j'enlève l'amortissement. Donc, je calcule l'amortissement sur les 11 500 €. Vous avez vu, c'est sur 5 ans. Donc, fois 20%, c'est la même chose que divisé par 5. Donc, c'est sur 5 ans. Donc, ça, c'était mon amortissement sur 5 ans qui est de 2 300 € par an. J'ai fait ça pendant 3 ans parce que la cession du contrat était au terme de 3 ans. Ce qui me donne une plus-value de 6 900 €. Donc, qui arrive en plus sur mon bénéfice. Et ensuite, ce qu'on va récupérer, donc on avait vu que la plus-value, elle est égale au prix de cession du contrat. Donc, c'est 7 000 €. Donc, la différence, ce sera la plus-value à long terme. Pardon. Alors, par contre, je crois qu'il me manque un parti. Donc, qui est de 100 € dans ce cas-là. C'est très abstrait, je peux le comprendre. Je peux comprendre que ce soit très compliqué pour vous. Dans ce cas-là, effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 6 900 € qui arrivent en plus sur mon bénéfice, donc sur lequel je vais payer en plus de l'impôt et des charges sociales. Et j'ai 100 € qui, lui, va être directement imposé à 17,2%. Voilà. Donc, sur 100 €, vous avez payé 17 €. Là, ça passe encore. Mais quand c'est un peu plus élevé, c'est un peu dommage. Je rappelle que si vous avez moins de 90 000 € de recettes sur année N-1 et N-2, donc sur les 2 années précédentes, vous êtes exonéré fiscalement de plus-value. Mais par contre, vous payez quand même de la CSG dessus. Voilà. Donc, tous ces cas-là sont très compliqués. On est obligé, voilà, on voulait vous présenter tout ça pour vous rappeler qu'il y a des pièges parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui partent sur du LOA ou du crédit bail. Mais attention aux pièges qu'il peut y avoir à la sortie du contrat. OK? Ok. Donc ça, on l'a déjà vu tout à l'heure, effectivement, chaque choix se fait au 1er janvier de l'année N. Autres points qui sont souvent oubliés, mais vous pouvez être, je ne sais pas, voilà, on va prendre un exemple, mais voilà, vous faites des remplacements, vous habitez Bordeaux, voilà, je suis de Bordeaux moi. Donc vous habitez Bordeaux, vous faites des remplacements à Paris. Vous avez cette opportunité-là de faire ça pendant 2 mois. Vous n'avez pas pris votre véhicule, donc quand vous arrivez à Paris, vous louez un véhicule. On estime que pour des locations de moins de 3 mois, vous avez droit de faire des frais réels sur cette location-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez déduire vos frais de loyer, donc la location, plus l'essence sur ce véhicule-là, et vous pouvez les combiner en plus de vos frais kilométriques sur tous les kilomètres que vous avez fait sur l'intégralité de vos tournées à Bordeaux. OK? Ça, c'est faisable. Une fois de plus, ça fait, je vais peut-être le dire 4 ou 5 fois aujourd'hui, mais dans ces cas-là, quand ça arrive, je vous conseille aussi d'appeler pour vous assurer que vous êtes bien dans le bon droit, votre expert comptable ou votre AGA. Voilà. Pour des véhicules loués de moins de 3 mois, c'est largement faisable. Voilà. Et J'ai pour, fini. Oui. pour revenir sur cette vignette, Monsieur Bouléris, là justement, vous avez un gros carton avec votre véhicule et vous n'avez pas l'assurance qui Aussi. vous prête un véhicule, par exemple. Vous êtes obligé d'en louer un pour continuer à bosser. On rentre On rentre dans dans les ce modalités. cas-là. On rentre dans ce cas-là seulement si le véhicule est loué moins de 3 mois. Moins de 3 mois, d'accord. D'accord, OK. ok. D'accord. Voilà. Ok. Autre chose aussi que j'ai pas forcément dit, on en avait un peu parlé. Là, quand vous êtes aux frais kilométriques et que vous changez votre véhicule perso, je sais pas moi, mais là le 11 octobre, ok, ça fait 2 calculs différents de frais kilométriques pour les 2 véhicules. Faites-le parce que pour une fois que l'administration fiscale fait une règle qui est plus rentable pour vous, utilisez-le. Souvent, on voit qu'il y a seulement un nombre de kilomètres pour les 2 véhicules. Alors qu'en fait, il faudrait juste mettre 10 000 km pour mon véhicule 1 et 2 000 pour mon véhicule 2, etc.
Ah oui, puis les 2000 seront donc au forfait le plus intéressant, Au quoi. forfait le plus Et intéressant. oui, C'est voilà, pour ça d'après qu'il le faut tableau que vous vraiment nous y avez penser. présenté là. Oui. D'accord. Alors, je crois qu'il y a une question. Oui, j'attendais que vous finissiez votre intervention. Voilà. Si nous achetons un véhicule électrique, comment rentrer la location ou l'achat de la borne? Parce que oui, il y a ça qui se rajoute, la Ah borne. oui. Eh oui, Ah oui, la borne de Et, recharge. la borne de et recharge. oui. Ouais. Oui, Alors, parce que ce n'est pas rien pour ceux qui l'ont eu. ça coûte cher. Voilà. Alors, si vous faites achat du véhicule et que vous mettez votre véhicule au patrimoine professionnel, donc comme je disais, on va l'amortir. Dans ce cas-là, l'achat de la borne sera 100% déductible. OK? Une fois de plus, avec la quote-part perso et la quote-part professionnelle à prendre en compte toujours. OK? Par contre, la déduction éventuelle de l'électricité. Si vous êtes aux frais réels, même si le véhicule n'est pas au patrimoine professionnel, vous pouvez y déduire une quote-part professionnelle dessus. OK? Par contre, si vous êtes aux frais kilométriques, vous ne pouvez déduire rien du tout de ce que vous m'avez dit. Ni l'achat de la borne, ni la déduction éventuelle de l'électricité. Je rappelle que pour les frais kilométriques, vous avez une majoration de 20% au niveau des frais kilométriques. Et c'est extrêmement rentable. Voilà. Après, ça se calcule encore. De toute façon, c'est toujours le bon mot. Hein, tout se calcule. Mais voilà. Est-ce que c'est assez clair? Apparemment, ça l'est. Donc, on peut résumer que quand même l'intérêt pour tous les collègues d'avoir toujours le kilométrage au 1er janvier et au 31 janvier, d'avoir ce kilométrage bien noté et surtout les kilométrages de toutes les journées de travail pour voir effectivement les, les cotes-parts professionnelles et personnelles. Et c'est là où on Exactement. va voir quelle est la bonne formule. Parce que, Voilà. donc, te dire Exactement. toujours tenir à jour, toujours, c'est C'est kilomètres, oui. comme les dossiers de soins pour les soins infirmiers. C'est ça aussi pour. Voilà. Voilà. Je vous Toujours. rajoute du boulot, je suis désolé. Attends, mon comptable me parle de forfait. Parle-t-il de frais kilométriques? C'est exactement ça. Le forfait, c'est les frais kilométriques, indemnité kilométrique. On est désolé, on aime bien, nous, parce que la fiscalité, la comptabilité, c'est tellement simple. On aime bien utiliser 4 ou 5 mots différents suivant ce que l'on prend. Donc, effectivement, le forfait, c'est bien les frais kilométriques. De toute façon, tout ce qui est forfait, c'est tout ce qui se calcule automatiquement. Donc, barème kilométrique, indemnité kilométrique, forfait kilométrique, frais kilométriques, c'est exactement la même chose. Vous avez donné le lien là justement pour aller sur le site des Exactement. impôts là. Voilà. Si vous le voulez, voilà, je nous présente nous la MPL, mais n'hésitez pas, donc nous on est la RAPEL Nouvelle-Aquitaine, donc on est là pour vous conseiller et vous accompagner. Donc vous conseiller dans les meilleurs choix fiscaux et dans les meilleures possibilités de déduire. OK? On est là dans l'accompagnement de la comptabilité si vous n'avez pas de cabinet comptable. On est là dans l'accompagnement fiscalité, même si vous avez un cabinet comptable. Il faut savoir qu'on a à peu près 30% d'appels qui viennent de cabinets comptables pour nous poser des questions fiscales. Et ensuite, on a des outils d'aide à la comptabilité si jamais ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à venir, tout simplement. Ah, Et J'ai une autre, oui, pardon. J'ai une autre question qui m'est arrivée par mail, là. Tout ce dont vous parlez concerne les véhicules neufs. Qu'en est-il des véhicules d'occasion? Est-ce qu'une petite. J'essaie de relire la phrase correctement. Une voiture à un petit prix d'occasion, le forfait kilométrique est la solution idéale? Certainement. Je pense que oui. Oh, certainement. ah, Alors, parce que- c'est assez rare que ça arrive. Ça dépend du véhicule d'occasion. Si d'accord. c'est un véhicule d'occasion aujourd'hui, des bons véhicules qui a fait que 2 ou 3 ans, oui, je pense qu'en général, frais kilométriques, ce serait un peu plus rentable. Après, si c'est un véhicule d'occasion, on va dire ce que font un peu les jeunes, ce qu'on a à peu près tous fait, où on a acheté notre véhicule 4000 € sur le Bon Coin, qui avait déjà 7-8 ans, voilà.
le véhicule a déjà 7-8 ans. Vous, en tant qu'infirmier, vous faites quand même beaucoup de kilomètres. Il est fort probable que si vous gardez ce véhicule 5 ans, qu'il y ait des grosses réparations à prendre en compte sur ce véhicule-là. Donc peut-être, dans ces cas-là, ça peut être intéressant de le mettre au patrimoine professionnel. OK? Quitte à utiliser les frais kilométriques les années où il n'y a rien et l'année où il y a réparation, faire les frais réels. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un véhicule d'occasion qui a déjà 7-8 ans, on va rajouter une utilisation de 4-5 ans. Il aura 13 ans. Au bout de 13 ans, le véhicule, il vaut presque plus rien. Donc le coût de la plus-value, il n'y en a presque plus, voire pas du tout. Souvent, il arrive même au rebut, le véhicule, donc il n'y a pas de plus-value. Et dans ce cas-là, s'il y a une grosse réparation dessus, vous avez pu la déduire. Donc, dans le cas d'un véhicule d'occasion, effectivement, ça se réfléchit comme ça. Il faut faire attention. Mhm. Voilà. D'accord. Ok. Merci. Il y a encore une autre question, Philippe. Oui, oui, ben voilà, mais c'est bien. Actuellement, au vu de ce que vous nous avez informé, il serait préférable de prendre un véhicule électrique? Point d'interrogation. Ah, fiscalement, en tout cas, c'est ce que veut notre gouvernement aujourd'hui, hein. Il veut que vous achetiez des véhicules électriques. Ça, c'est sûr. Fiscalement, c'est le plus rentable des deux. Voilà. Et largement. Que ce soit aux frais réels ou frais kilométriques, le plus rentable, ça restera les véhicules électriques. Ça, c'est sûr. Il Je y a ne peux d'autres pas questions mieux dans répondre. questions et réponses, Philippe. Ouais, hop, je les vois. Tu les as. Elles arrivent plus vite chez toi, toi. Je ne vois pas. Moi, Ah je oui, me passe le. Ouais, de Lila, je ne l'ai pas, moi. Ah, ça y est. Même ah, hybride. Ah, non. Non, il y a moins d'avantages fiscaux. Hybride, et malheureusement, on l'a vu tout à l'heure, vous savez, j'ai fait la petite capture. Euh, Mince, elle est où? Elle est là. Vous voyez, là, on a des hybrides. Les hybrides restent dans les mêmes catégories qu'un véhicule normal en termes de grammes par kilomètre, qu'un diesel ou qu'une essence, malgré ce que l'on pense. Euh, il n'y a pas de majoration en termes de frais kilométriques. Vous êtes à peu près dans les mêmes grammes par kilomètre, ça veut dire que vous avez le même taux d'amortissement excédentaire, donc le même plafond sur l'amortissement. Donc hybride, il n'y a pas le même avantage fiscal. Là, je parlais vraiment en termes d'avantage fiscal. C'est vrai que le véhicule électrique est très, très avantageux. et là, vous nous avez parlé de la majoration de 20%. Et on peut garantir que ça va durer tout le temps, cette règle, elle ne disparaîtra pas. Parce que Alors, si quelqu'un part sur ce calcul-là en se disant pendant 5 ans, je vais avoir une majoration de 20% et qu'au bout de la deuxième année, on dit ben, ça c'est supprimé, ça ne fait pas pareil. alors aujourd'hui, s'ils suppriment ça, je parle Oui. aujourd'hui, s'ils suppriment ça, ça fait un tollé monumental. On est quand même, on, même si on n'a pas un gouvernement, on n'a quand même pas un gouvernement très écologique, hein. Et pourtant, on nous pousse de plus en plus vers l'électrique. Tout le monde nous pousse de plus en plus vers l'électrique. Après, hein, on est tous intelligents. On n'est pas seulement gouverné par des dirigeants, on est aussi gouverné par l'ultra-richesse qui est derrière. Et si les véhicules électriques, ça ne rapporte pas assez d'argent, que c'est le diesel qui rapporte toujours autant d'argent, ils vont pousser vers le pétrole, vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'on a de la marge, hein, que l'écologie essaie de gagner du terrain. Voilà. Après, est-ce qu'un véhicule électrique est beaucoup plus écologique? Ça, c'est autre chose. Mhm. Alors, attends, il y a d'autres questions, Romain. Ah oui, mais alors nous, Euh, on est vraiment très en retard, hein. Fais-moi ouais. les ah, non, je sais pas. Questions et réponses. L'onglet à côté de conversation. Ah, vas-y. Ah, d'accord, c'est pas dans la même colonne. C'est toi qui les Voilà, as. voilà, tout à fait, voilà. Tu les as aussi, toi. Ah Madame, oui. Vas-y, Madame vas-y, vas-y. Cécile, si on passe d'un crédit bail à un autre, la plus-value peut-elle rentrer dans l'achat du véhicule suivant? Non, non, non. Non, non, on est en fiscalité, on n'est pas dans.
de la banque, là, en entrée-sortie, vraiment la fiscalité, c'est vraiment pris en compte. Un véhicule sort, on calcule la plus ou moins value. L'autre rentre, on va le mettre en amortissement, etc. Ils vont pas se compenser l'un et l'autre. D'accord. D'accord. C'est clair. On ne Ensuite, peut- monsieur ou Ah madame oui, ok, on Lecourt. a. Ah oui, il y a peut-être d'autres questions. Ok. Ouais. Peut-on faire des frais kilométriques quand on fait du LDD? Ouais, c'est ça, c'est être Ça, audicat en fait, hein, je pense, hein, c'est ça la c'est une bonne question. question. C'est une genre de question que j'aime bien. Euh, Vous pouvez faire du LDD en perso. Ça, c'est vous. Tant que ça n'apparaît pas sur le compte pro, et en termes de pro, vous déduisez que des frais kilométriques. Voilà. C'est un choix, vous avez le droit de le faire, oui. Au moins, ça vous évite d'avoir à payer plus-value, etc. Et en plus, si vous déduisez les frais kilométriques, c'est sûrement parce que pour vous, les frais kilométriques, un peu comme dans mon cas là, hein, qui est, ouais, c'est celui-là, où les frais kilométriques, c'est plus rentable que la location. Effectivement, vous pouvez le faire. Moi, je sais, j'ai quelques amis, maintenant on commence à être vieux, mais quand on était un peu plus jeune, euh, j'avais des amis qui avaient fait du LOA ou du LLD. Ça leur avait permis d'avoir des grosses voitures. Moi, j'avais la bagnole à 4000 euros. Eux, ils avaient les bonnes voitures, ils avaient des Alfa Romeo, etc. Parce que le LLD, le LOA, ça permet de pouvoir acheter un véhicule qui est bien plus intéressant par rapport à ce qu'on gagne réellement. Mais ça, c'est votre vie perso. Si vous avez besoin d'avoir ce véhicule en LLD, vous avez droit. Par contre, fiscalement, si c'est plus rentable d'avoir les frais kilométriques, mais à côté, professionnellement, vous déduisez que les frais kilométriques. Voilà. Mhm. Il y a une autre question. Bon, on en a parlé un petit peu avec le véhicule d'occasion. Ouais. Quand on met son véhicule à l'actif pro, doit-on l'inscrire automatiquement au registre des immobilisations, même si on fait les frais kilométriques, et donc pas de déduction des amortissements? Alors, mettre son véhicule à l'actif professionnel, ça veut dire exactement la même chose qu'inscrire son véhicule au registre des immobilisations. Donc, c'est la même chose. Une fois que, plus, comme je disais tout à l'heure, les comptables, on aime bien mettre plusieurs mots difficiles pour une seule chose. Mais l'actif professionnel, ça veut dire que le véhicule est directement sur le registre des immobilisations. C'est exactement la même chose. OK? Et ensuite, tac, même si on fait les frais. Voilà. Moi, je trouve que si on fait les frais kilométriques, c'est un peu dommage de mettre le véhicule à l'actif professionnel, sauf dans le cas où euh, on pense garder son véhicule jusqu'au rebut, jusqu'à sa mort, comme je disais avec mon adhérente qui est vétérinaire, ou alors si on a un véhicule d'occasion. Mhm. Ouais. J'aurais dû assister au webinaire. Alors, après, souvent, quand on a des cabinets comptables ou même quand on a une AGA, hein, pour ceux qui font, malheureusement, vous oubliez peut-être d'utiliser tous ces services, pas peur, je ne sais pas, de déranger, ou etc. Mais souvent, effectivement, n'hésitez pas à poser la question, que ce soit une AGA, que ce soit chez nous ou ailleurs, ou un cabinet comptable, à aller poser la question, voilà, j'ai des doutes. Moi, j'ai un véhicule, voilà mon plan de financement. Est-ce que fiscalement, c'est rentable? Voilà. Et par contre, si vous avez un cabinet comptable, autant une AGA, c'est vraiment une association qui va prendre son temps, etc. Mais si vous avez un cabinet comptable, n'hésitez pas à leur demander avoir vraiment les chiffres devant vos yeux. Il faut vraiment bien comprendre ce qu'ils vous proposent. Et pas que, oui, oui, les frais kilométriques, c'est plus rentable et puis on arrête le téléphone et voilà. OK? Ils sont pas tous comme ça, mais il y en a qui sont comme ça. C'est pour ça que je dis de faire attention. Apparemment. Là, je ne vois pas d'autres questions. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez nous joindre, hein, vous pouvez prendre en photo. On est là pour vous aider. On est Mhm. vraiment là pour accompagner dans la comptabilité et la fiscalité. On ne fait pas de comptabilité. On est là pour vous accompagner. À 175 € l'année, hein, pas à 1200 l'année. Ouais. Et comme dirait l'URPS, hein,
on n'est pas tout seul. Il y a aussi plein d'autres AGA. Voilà. N'hésitez C'est une pas. liste voilà, non exhaustive, hein. Il y en a d'autres Voilà. encore, hein. Il Voilà. y en a plein d'autres. Ouais. Vous Ça avez, logeait vous pas avez tout peut-être sur la déjà même une page. AGA. N'oubliez pas, on est là aussi, on arrive derrière. Si vous avez un cabinet comptable qui vous dit qu'on ne sert plus à rien, c'est juste parce qu'on avait tendance à trop lui envoyer de questions et ça l'a énervé. Ça veut dire qu'il ne faisait pas si bien que ça son travail. OK? Ah oui, on peut le voir comme ça, en effet. Oui, j'avais pas réfléchi à ça. Oui, en effet. Oui, oui. En ce moment, on est en train de s'apercevoir de beaucoup de choses un peu. Que ceux à qui on n'envoie presque jamais de courrier, ils disent pas qu'on sert à rien. C'est bizarre. Voilà. En tout cas, nous, on est là aussi. Si jamais vous avez des soucis avec cabinet comptable, si vous avez des doutes sur les déductions, etc., on peut venir en complément. Ou alors, souvent, si le cabinet comptable n'est pas d'accord avec vous, il peut aussi faire appel à nous. On arrivera en tampon derrière. Et on n'est pas des contrôleurs fiscaux. C'est-à-dire que si vous faites une erreur en votre défaveur, on est là pour le dire aussi. C'est ça le but d'une association. Voilà. Et en plus, il y a le tampon à la fin, AGA, qu'on envoie à l'administration fiscale, quoi. Très bien, très bien, très bien, très bien. S'il n'y a pas beaucoup plus de questions, c'est que c'était plus clair que ce que je n'avais peur. Attendez, il y en a peut-être une qui arrive là, non? Ah non, c'est merci. C'est un merci qui arrive. C'est un merci. Ce sont des merci, ce sont des Mais, remerciements. avec plaisir, en tout cas, ceux qui nous remercient. Voilà. On essaie de faire ça pour vous, hein, grâce à l'URPS. Voilà. Ah oui, non, mais je vous remercie encore, hein, Romain, parce que c'était un gros boulot. Merci à votre équipe également, hein, parce que pour essayer de simplifier toutes ces informations et de faire quelque chose d'à peu près ouais, qu'on puisse le digérer rapidement et facilement, c'était pas évident. Merci Oui. encore hein, pour tout ce travail. Merci, merci. Est-ce que vous participez encore à quelques journées départementales, Alors, Romain? moi, c'est fini, C'est fini, vous? mais j'ai ma directrice qui sera sur Pessac Sur Pessac, la prochaine date, alors. D'accord, ok, la ouais. prochaine, à domicile. Non, la prochaine, c'est Agen. C'est à Agen, ouais, la prochaine date, voilà. Je vais à Agen mardi. Voilà. Ouais, ben, j'en profite pour rebondir un peu sur l'actualité de l'URPS, hein. Nous faisons donc des webinaires, mais nous faisons également ce que nous appelons les journées départementales, où en fait vous pouvez nous retrouver dans plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine. Bon, ben là l'année est très avancée, donc maintenant il ne reste plus beaucoup de dates, hein. Comme le disait Philippe, la prochaine date c'est le 15 octobre, il me semble, à Agen. Agen. Et normalement, il y a une date à Pessac hein, également, Voilà. le Oui. 17. Voilà. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, Voilà. donc justement, la collègue de Romain sera présente. Donc, si jamais vous êtes sur place, vous pourrez aller lui poser quelques questions. Elle sera ravie d'y répondre, j'imagine, comme Romain l'a fait très gentiment sur les dates sur lesquelles il a participé. Et le thème cette année, donc des journées départementales, c'est maîtriser notre carrière. Donc nous avons réussi à faire participer l'ordre, l'assurance maladie, des partenaires par la gestion de tri pour nos déchets médicaux. Et donc ben, nous évoquons beaucoup de sujets sur le zonage, les différents avenants, les différentes cotations. L'assurance maladie démystifie un petit peu, si je puis dire, tout ce qui est contrôle par rapport à nos indus, nos problèmes de paiement. Donc c'est très intéressant, ce sont des échanges très très intéressants où ils nous expliquent en fait leur procédure en interne, ce qui permet des échanges et en fait ça démystifie un petit peu, je trouve, enfin, la réalité par rapport à tous ces contrôles. Donc c'est très intéressant et puis je vous invite, si vous avez l'opportunité de vous rendre à ces journées départementales, de vous inscrire. Ben, toutes les informations de toute façon sont sur le site internet de l'URPS. Et nous organisons également donc sur le sujet de la fin de vie des soirées débat cinéma après donc la projection d'un film. Tu as les dates, Philippe? Non, il y a 3 dates là, je ne les ai Ça pas y là. est. Alors c'est Bègles le 10 Voilà. octobre, donc c'était hier. Voilà. Poitiers c'est le 7 novembre et Limoges ce sera le 19 novembre.
Donc, ce seront Ouais. donc des soirées cinéma sur les soins palliatifs. Donc, n'hésitez pas à venir, hein. Vous pourrez échanger sur ce sujet, expliquer vos expériences, partager votre ressenti, etc. Et puis, on essaye de démontrer tout le plus que peut apporter notre profession, justement, profession d'infirmier, donc sur ce sujet, donc des soins palliatifs. Voilà. On peut aussi préciser, François, que nous sommes aussi présents sur tout ce qui concerne la vaccination. Le Exact. URPS essaie de mettre en avant la profession d'infirmière et de se réapproprier la vaccination, le droit de prescrire. Donc, on fait aussi des journées au printemps dans tous les départements, enfin le maximum d'endroits. On va essayer de le refaire comme nous l'avons fait en 2024 pour Tout à fait. pouvoir mettre en avant, aller vers le public et mettre en avant l'intérêt de la vaccination et montrer à tout le monde, expliquer à tout le monde le rôle prépondérant de l'infirmière sur le terrain, puisque nous sommes effectivement tous un peu partout sur le territoire. Nous sommes la profession la plus représentée sur tout le territoire et un plus grand nombre. Donc tout ça, effectivement, les URPS travaillent pour toujours mettre en avant l'URPS, les IDL, pardon. Et voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur le site de l'URPS pour voir tout ce que nous mettons Voilà. en place et que nous essayons de faire au Voilà, mieux. toute notre activité est sur le site, hein, donc vous trouverez facilement les informations. Sinon, il faut appeler le siège à Bordeaux. Elles seront contentes de vous avoir au téléphone. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que c'est bon. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, à un prochain webinaire. Ouais. Merci, bonne fin de journée et puis bon Merci à week-end. tous. Au Merci. revoir. Merci.